Donc cette période-là, entre les premières heures et les semaines et les mois qui viennent, les premiers mois en tout cas, c'est super tendu parce que je vous dis encore une fois, la personne ne va pas forcément avoir eu l'idée de consulter tout de suite maintenant parce qu'elle est entourée. Parce qu'on est dans, là typiquement en France, on a fait l'hommage, tout le monde sort le drapeau, il y a des messages internet sur tous les gens qui sont merveilleux. Elle est dans une espèce de cocon énergétique qui la maintient au niveau de l'adrénaline dans quelque chose. Donc elle est maintenue, elle gère, tout le monde s'occupe d'elle, même le collègue le plus profond, le plus longtemps qui ne lui parlait jamais, là il va l'appeler, il va lui dire bonjour. Et donc à ce moment-là, la personne est terrorisée, mais elle pense qu'elle peut gérer. Elle y arrive parce que l'énergie des autres lui donne de la force, en apparence. Donc à moins d'avoir vraiment des gens qui vont vouloir se sortir de ce trauma-là ou qui ne peuvent plus du tout vivre dedans et qu'on va avoir, c'est pas ce moment-là, c'est pas la grosse majorité des demandes, elle n'intervient pas là. Hein. Elle va intervenir après. Elle va intervenir justement à partir de 3-4 mois quand tout retombe. Quand du coup les gens commencent à reprendre leur vie, qu'ils commencent à moins s'intéresser à vous, que les médias vont passer à autre chose et que du coup tu te retrouves tout seul, plus tenu par l'énergie des autres, plus tenu par comment ça va, est-ce que tu te sens bien, mais maintenant ça va, ça fait plusieurs semaines, tu nous saoules, passe à autre chose. Sauf que la personne, elle n'a pas préparé le fait de passer à autre chose. C'est-à-dire que dans la phase 2, les autres lui donnent la croyance qu'elle existe? Exactement. La phase 2, c'est cette phase qu'on vit en ce moment. L'hommage national, et tout le monde est dans les pleurs, tout le monde est dans l'émotion qui est complètement partagée. Donc la personne fait partie d'un tout, fait partie d'un mouvement, et tous les gens autour d'elle vont être extrêmement attentifs à elle. Sauf qu'à un moment donné, la vie reprend, les gens vont recommencer à bosser, ils ont des enfants, ils ont du boulot, et donc ils vont petit à petit reprendre leur vie quotidienne. Et elle, non. Sauf qu'il n'y a plus rien du tout, c'est-à-dire que tout l'échafaudage, tout l'édifice qu'il a maintenu plus ou moins bien jusqu'à présent, comme un château de cartes, ça s'écroule, et elle est toute seule avec son horreur. La chute va être d'autant plus brutale. C'est-à-dire qu'il y a le trauma, puis on les a relevés, et ils commencent à se ramasser. Ils sont comme ça entourés de quelque chose et puis d'un coup ça s'enlève. Encore une fois, c'est subjectif. Encore une fois, leur famille va les entourer et tout, mais il y aura moins toute cette attention. C'est normal, encore une fois. Et c'est là que les traumas arrivent sur les 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. D'un coup, les gens déclenchent des trucs avec des émotions extrêmement fortes. Ça commence souvent par des cauchemars récurrents, le sommeil, des bruits qui reviennent ou des odeurs qui font des associations d'idées d'odeurs. Et du coup, ils ne peuvent plus bouger et ils sont complètement traumatisés par ça. Et là, notre rôle à nous, ça va être de nouveau d'oublier le côté ericksonien, d'aller les chercher et de les ramener vers quelque chose de plus fort. L'avantage de l'hypnose, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître le contenu des choses. Les gens n'ont pas besoin de nous raconter leur histoire. Nous, ce qu'on cherche, c'est la partie émotionnelle. Où est-ce que vous le ressentez? Où est-ce que c'est dans votre corps? Et je crois que pour le coup, ça a vraiment une efficacité là, dans ce cas-là. Parce que la personne qui est dans le trauma, même si que ce soit juste quelques heures après ou quelques mois après, quand elle y retombe, elle n'a pas envie d'en parler. Ok, ça c'est ce que vous avez vécu. Comment vous le vivez à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Et on va travailler de nouveau sur les sous-modalités du problème et de voir comment on emmène la personne à revenir. Vous devez libérer de ça. Et là, on va reprendre complètement ce qu'on fait finalement au départ, hein, c'est refocaliser la personne sur vous. Revenez à la réalité. La réalité, c'est pas ça. Vous le savez, mais venez vers moi, la réalité, c'est ça. Vous devez aussi entendre c'est là que la personne va se rendre compte de tout ce qu'ils ont perdu aussi, de tout ce qui s'est passé. Parce que pendant quelques temps, pendant toute la période où on est entouré des autres, on a moins finalement, on n'a pas tellement le temps d'avoir des souvenirs. Parce que les gens sont toujours là pour veiller, faire attention à vous, vous appellent toutes les 5 minutes. Vous savez, c'est un peu comme à l'hôpital quand on vient de se faire opérer, tous les gens viennent sur les premiers jours. Au moment où on est super crevé, il y a tout le monde. Et puis au moment où on pourrait aller mieux, il y a de moins en moins de gens qui viennent. Alors que c'est à ce moment-là, quand on va mieux, qu'on pourrait parler aux gens. Là, c'est la même chose, mais à l'envers. Les gens sont là au tout début, là où on a besoin. Alors c'est super parce qu'on a besoin de cette attention-là, ça nous fait du bien. Sauf qu'après, quand ça part, il n'y a rien qui a été réglé. Et là, la personne, effectivement, se retrouve morte de nouveau. Elle se rend compte qu'elle ne vivait qu'à travers l'énergie des autres, mais qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien, qu'elle est morte, qu'elle est restée. Ils vont vous le dire, hein, je suis resté coincé là-bas. Une partie de moi, et c'est très identitaire cette façon de fonctionner. Quand on était au Liban, quand on travaille sur les gens, ils vous le disent, hein, je suis resté
coincé dans... moi, j'avais travaillé avec un Libanais qui avait vu toute sa famille. En fait, ils s'étaient fait... il y avait un sniper, ils avaient tous donc en fait, lui, il se rappelait l'odeur de la poudre quand ça tire, le bruit, et surtout, il voyait la piscine se remplir de rouge. Il ne comprenait pas pourquoi la piscine devenait... Il était gamin, il devait avoir 10, 12, 13 ans. Et il disait, des années plus tard, il disait, mais je ne comprends pas pourquoi la piscine était rouge. Et un jour, il s'est rendu compte, ben oui, parce qu'il y avait ses parents dedans, et sa sœur, dans la piscine, et du coup, c'était leur sang qui inondait ça. Mais lui avait fait une abstraction des corps. Il ne voyait que le rouge. Sauf qu'à un moment donné, ça lui est revenu. Et du coup, le trauma, et encore une fois, ça a été des années, parce qu'entre-temps, il avait travaillé, il était parti à l'étranger, il avait fait une femme, et tout ça. En fait, c'est quand il est revenu à Beyrouth, quand il est revenu s'installer en disant, mais c'est bon, la guerre est finie, blablabla, que d'un coup, ça a fait comme ça. Parce qu'il a revu une piscine qui n'avait rien à voir, il a revu le rouge, et sauf que là, l'inconscient a mis ses parents dedans. Et là, il s'est écroulé complètement, et quand on me l'a emmené, il était prostré, il n'arrête pas d'avoir des tremblements, il n'entendait plus, il était comme ça, tout avec les muscles complètement paralysés à l'intérieur, crispés, en état de choc, encore une fois. Pourtant, c'était des années après, puisque c'était la première guerre du Liban, donc ça remonte quand même. Mais pour lui, il avait squeezé ça, sauf qu'à ce moment-là, on ne peut pas parler de post-traumatique, on ne peut parler que de trauma. C'est la personne, elle est dedans, elle revit, elle est en plein dedans, elle voit le truc. Alors oui, c'est du post-trauma parce que le temps a passé, mais pour la personne, c'est du vécu. À ce moment, on est complètement associé à chaque fois. Hein. Et c'est ça qui est extrêmement important. Pareil, pensez que ce n'est pas ce que vous dites qui est important, c'est la façon dont vous le dites. Il faut que vous mettiez dans votre voix tout ce que la personne doit entendre comme suggestion. En fait, c'est votre voix qui va faire une sorte de prosodie qui va aller les chercher et les ramener. Donc il faut vraiment que vous travailliez, quand on travaille avec du traumatisme, que ce soit tout début ou alors dans les mois qui suivent, quand ça retombe, sur vraiment quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'une voix qui dit des choses. Parfois, il va falloir, quand ils sont dans les régressions associées, il va falloir hurler pour qu'ils entendent. Hein. Parce que quand ils sont dessous, quand ils sont sous la table, et là pour le coup, c'est carrément des hommes de février spontanés. C'est-à-dire que la personne, quand elle ouvre les yeux, elle n'est plus là, elle est dans la salle, elle entend les bruits, donc il faut que vous rentriez, que vous vous incrustiez dans le souvenir pour justement être l'élément perturbateur du souvenir. Celui qui va la ramener en disant, voilà, mais qu'est-ce que vous faites maintenant, comment vous avez vécu? Et l'obliger dans ce souvenir-là à revenir sur quasiment de la conscience. C'est-à-dire qu'une partie d'elle dans le souvenir associé doit être capable de répondre à ce qu'elle voit et ce qu'elle vit. Là, pour vous, il faut sacrément le leading pour sortir la personne, et c'est comme ça que vous allez la ramener dans le souvenir associé. On va ramener la personne, elle est dedans. Ok, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous vivez? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce qu'ils sont? Ok, vous êtes caché, très bien, vous êtes en sécurité à ce moment-là. Avancez. Et on va avancer le temps en faisant répondre obligatoirement la personne. Encore une fois, c'est le présupposé que si elle est capable de faire ça, c'est qu'elle est déjà dissociée d'une certaine partie de son souvenir à ce moment-là. Et du coup, elle est capable de voir, ok, j'ai survécu à ça, ok, très bien. Là, je suis blessé, j'ai mal, mais je ne le sens pas. Ok, très bien. Cette blessure, je m'en sortirai, je le sais. Ok, très bien, on continue à vivre. Tac, 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 tac. Donc, il va falloir vraiment être en alternance avec tout le souvenir associé et une partie d'elle, dedans, qui est capable de vous répondre ce qui s'est passé de façon presque factuelle, comme si on voyait un film vraiment à la télé. Mais elle est dedans. Et ce positionnement-là permet à la personne de se rendre compte qu'elle a survécu aux choses. En fait, l'idée, c'est souvent de créer des séquences comme ça où elle avance, où elle bouge, jusqu'au moment où elle sort du truc. Et même après, pour le coup, c'est intéressant de continuer la régression quand elle est dans la cellule psy, quand elle prend un café, quand elle rentre chez elle et qu'elle prend sa douche, par exemple. De l'emmener jusque là pour se rendre compte qu'en fait, elle était vivante tout le long et qu'elle est rentrée vivante chez elle. Elle n'est pas morte à ce moment-là. Cette notion de mort est très importante. Hein. C'est vraiment ça qui crée le trauma. J'ai l'impression d'être morte. Je ne vous parle que de mon expérience de terrain. Il y a certainement d'autres façons, d'autres choses. L'idée, c'est que plus vous serez sur la métaphore de la personne, son ressenti, et mieux ça fonctionne. Parce que quand elle est dans la panique, plus on va travailler sur... Pour moi, quand elle est dans son souvenir traumatique associé, c'est une métaphore. Je le considère comme ça. Ce qui fait qu'on ne rentre pas dans le contenu parce qu'on considère... C'est un présupposé que c'est une métaphore. Évidemment, c'est un souvenir pour elle. Hein. Mais du coup, c'est intéressant de lui dire, ok, sortez de là, comment vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Et du coup, de faire de ce souvenir-là la métaphore de son changement. Et du coup, elle peut se rapproprier ça aussi, et du coup, recréer du proactif dedans.
Quand vous arrivez à faire ça, du coup, vous arrivez à désenclencher la peur et l'impuissance. Elle a réussi à faire ça, elle a réussi à survivre à travers ça, elle a réussi à se taire et à se terrer. On avait ça quand les sirènes m'ont raconté des fois ce qu'ils avaient vécu, tous ces gens qui avaient survécu parce qu'ils s'étaient cachés quelque part. Sauf qu'ils culpabilisent d'être cachés, par exemple, leur famille est morte, oui, mais c'est votre instinct de survie, vous avez survécu. Vous avez fait une action à ce moment-là, vous n'avez pas été victime des choses. Vous avez eu l'idée de vous cacher ce qui vous a sauvé la vie. C'est compliqué parce que du coup, on est quasiment dans presque des suggestions imposées. Alors je sais que ça nous fait mal à nous, mais parfois on n'a pas le choix dans ce cas-là. C'est ça. Rendez-vous compte, regardez, vous voyez ça comme ça, exactement, vivez ça comme ça, vous aurez une autre vision des choses. Une fois qu'on est là, une fois que la personne va mieux, on va pouvoir reproposer une autre fois d'autres séances où elle va revoir les choses en RHV d'une autre façon, certainement. Alors, RHV associé, hein. Mais déjà ça c'est important. C'est-à-dire qu'on est le pilier, ok, on y va, on bouge, une fois que vous êtes sauvé, qu'est-ce qu'on fait, comment on retravaille dessus, quelle émotion vous mettez derrière ça, etc. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là en tête, de pouvoir justement permettre à la personne de revivre le truc en faisant une métaphore de changement. Et, il y a eu je crois que c'est un médecin qui faisait partie de la cellule des fils qui disait que ce qui était le plus dangereux pour eux, c'était les personnes qui n'avaient pas d'émotion, justement. Ceux qui parlent et qui ont l'émotion, qui pleurent et tout ça, ils disent ça à la limite, ils sont en cours de travail. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est les gens qui n'ont pas d'émotion. Et du coup, comment quelqu'un qui viendrait, qui dit ça de façon très neutre, on va le chercher à le réassocier, enfin, comment est-ce que ça se traite? Tu sais, encore une fois, pas de généralisation. Il y a des gens qui n'ont pas d'émotion et qui vont très bien, c'est juste une façon de leur inconscient de se dissocier. Ils vont le faire pendant le moment. Et puis, mais parce qu'on est dans un système où il faudrait pleurer pour évacuer les choses. C'est une sorte de systématique. Non. Quand j'ai traversé la guerre, il y a plein de gens qui l'ont dépassé sans forcément pleurer. Tu vois, le côté très froid justement de faire ça, permet certainement aussi à certains… Encore une fois, il y a plein de gens qui vont survivre, grâce à ça, qui vont se dissocier du truc et qui vont survivre, qui vont regarder les choses froidement, mais ça fait partie d'un caractère, et puis d'autres qui vont être effectivement terrorisés et qui vont bloquer tout accès émotionnel. L'idée c'est, est-ce qu'elle ne ressent plus aucune autre émotion? Et là effectivement il y a une vraie problématique, c'est-à-dire qu'elle est tellement terrorisée que du coup l'inconscient a coupé toute partie émotionnelle et la personne n'est plus capable de ressentir une émotion. Et là pour le coup elle est vraiment morte, on entre dans le traumatisme. Ou alors c'est cette partie-là qui a été très dissociée, de pouvoir en parler très froidement pour pouvoir passer à autre chose. Tu vois? Mais sur le coup, moi quand… en fait là où j'ai eu le plus d'informations, c'est quand à Beyrouth on évacuait les gens. Parce qu'on avait quelques heures pour évacuer 2500 personnes par jour. Et comme on était quand même très peu le temps que l'armée arrive, il a fallu s'organiser, donc on baignait avec ces gens-là tout le temps. Et il y avait des gens qui… et on avait tous ces systèmes-là, hein, les nanas qui pétaient un câble parce qu'elles ne pouvaient pas prendre leur Louis Vuitton et qui arrivaient avec des talents comme ça, et à la libanaise. Hein. Elles veulent bien mourir, mais belles. Oh, c'est génial cette idée-là. Et elles arrivaient avec les Louis Vuitton et on leur disait bah non, il y a tant de kilos par personne, parce que c'est quand même une évacuation, et qu'elles ne comprenaient pas et qu'elles s'accrochaient à un petit détail de rien. Tu vois, donc on avait cette idée-là. Après, tu avais des gens qui te racontaient froidement tout ce qu'ils avaient vécu, par quoi, surtout tous ceux qui venaient du Liban Sud, par exemple. Il y en a qui étaient complètement affolés dans la récrimination, dans la perte, dans la peine, dans la colère, parce qu'ils avaient laissé des morts, des membres de leur famille sur place, ils avaient tout perdu, leur maison a été détruite, ils n'avaient plus rien. Eux, ils étaient dans la colère et dans la récrimination, et puis il y en avait qui arrivaient, qui étaient froids. Oui, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Est-ce que c'est mieux ou pas pour l'autre? Du moment que tu n'en souffres pas, c'est clair. Pour moi, à l'époque, pendant la guerre, ce que j'avais besoin, c'est de faire sortir les gens. Donc il fallait absolument les sortir de là et les faire avancer pour qu'ils puissent être évacués. Ce qui n'est pas… Après, est-ce qu'ils se tiennent comme ça? Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais pour ceux qui ont malheureusement vécu des deuils de proches, il y a toujours les gens qui pleurent dans la famille et puis la personne qui va tenir et qui va gérer le truc. Parce qu'il faut tenir, parce qu'il faut faire les papiers, parce qu'il faut prendre les décisions pour tout le monde. C'est pour ça qu'elle n'est pas en peine à ce moment-là. C'est juste qu'elle prend sur elle, enfin, c'est une capacité de couper, de gérer. Est-ce que la personne va s'écrouler ou en tout cas s'autoriser à lâcher après? Pourquoi pas? Et ils vont venir en séance avec cette demande-là.
Là, je suis tellement coupé, j'ai besoin de lâcher ça. J'ai besoin que vous m'aidiez à lâcher ça. Ça ne peut pas créer une décompensation un peu sur ce genre d'événement un peu forte? Certainement, mais il vaut mieux qu'elle décompense en cabinet avec toi qu'au milieu que dans sa voiture sur l'autoroute. Hein. Parce que ça arrive, quand ça arrive à un moment donné. Là c'est les gens qui vont venir avec cette demande-là, tant mieux. Et oui, qui décompensent, qui crèvent l'abcès, qui plongent dedans, qui s'en libèrent une bonne fois pour toutes, qui hurlent tout ce qu'ils veulent d'injustice, mais au moins ce sera fait. Et puis peut-être qu'ils n'en ont même pas besoin, qu'ils auront fait une résilience d'une autre façon. N'oubliez pas de faire confiance quand même à la capacité de résilience des gens. Hein. Ça, c'est super important. Encore une fois, il y en a plein qui... quand on voit les populations en guerre, même dans les camps ou même au Liban, etc., tout le monde n'est pas traumatisé, loin de là. Ils peuvent être dans la peur, ils peuvent être dans la terreur à certains moments, mais ils dépassent ça, ils recommencent à travailler, la peur au ventre certainement, mais ils ne sont pas dans je ne peux plus rien faire parce que je me sens impuissant, je suis mort à l'intérieur. Il y en a quelques-uns comme ça, et enfin il y en a quand même quelques-uns. Par rapport à la majorité, ça va travailler autrement. On ne peut pas savoir comment une personne va réagir à ça, comment elle va réagir à un événement qui n'est pas préparé. Parce qu'elle va se mettre en mode survie et elle va dépasser ça comme ça parce qu'il faut. On le voit hein, quand on est dans des problématiques, par exemple, dans ces problématiques-là, typiquement, il y a toujours un leader qui se décide. Quand on voyait les gens arriver du Liban Sud, par exemple, il y avait toujours un qui avait pris en charge une dizaine de personnes et qui dirigeait les choses. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Après, c'est ce que... moi, je l'ai vécu. Hein, c'est une dame comme ça, c'est un cas qui m'a parlé. J'en ai beaucoup parlé, j'en ai trop parlé certainement, mais cette dame qui est arrivée du Liban Sud avec plus rien, avec juste... elle était en chemise de nuit avec sa famille et sur elle, elle avait le sang de son mari mais qui était resté mort sur place. Elle est arrivée du Liban Sud, elle a traversé tout ça à pied en carrière, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés au lycée français, on organisait les évacuations. Elle s'est posée, elle s'est assise et ça a été fini, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. On ne pouvait plus parler, on ne pouvait plus entendre, il n'y avait plus rien qui se passait. Son corps l'avait emmené jusque-là et après ça a été fini. Il a fallu, sauf qu'il fallait l'évacuer absolument, il fallait aller la chercher, la retrouver. Et voilà, elle s'était certainement dissociée de tout. Ça, je te dis, c'est inquiétant. Tout est inquiétant dans ce cas-là. Tout est inquiétant parce que la personne, c'est ce qu'elle vit à l'intérieur. Est-ce qu'elle s'est complètement coupée parce que c'est son caractère et qu'elle arrive à prendre du recul et qu'elle va se réassocier et peut-être pleurer dans quelques semaines à évacuer? Est-ce qu'elle va pleurer tout de suite ou est-ce qu'elle est complètement figée à l'intérieur? C'est là où, quand la personne est complètement figée à l'intérieur, là, ça devient très inquiétant, effectivement. Parce qu'elle est morte, mais ça ne se voit pas. C'est ça, donc quand il n'y a plus d'émotion du tout. Du tout, voilà, c'est ça. Et là, vous allez le voir parce que c'est des gens qui vont vous dire « je ne ressens même plus l'amour pour mon enfant, qu'il soit là ou pas, je ne sens plus rien. Je suis coupé complètement. » Tu vois, c'est la personne, elle a coupé cette émotion-là, mais qu'elle continue à aimer ses enfants, qu'elle continue à être en colère. On n'est pas dans la même demande. Donc c'est vraiment à vous de vraiment moduler ça. L'idée, c'est que, pourquoi je vous ai donné ces critères-là au départ, c'est pour pas que vous auto-traumatisiez vous aussi tous les gens qui viennent. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont vécu ce drame-là qu'ils ont été traumatisés. Ça, c'est super important. Hein. Peut-être que certains, oui, mais certains ont juste... j'aime bien le mot juste. Sont juste... Ouais, sont dans la terreur absolue, sont dans la peur, sont dans la colère, sont dans... ou dans l'impuissance aussi de ne pas avoir pu faire quelque chose et dans une revendication, mais ce n'est pas forcément du trauma pour le coup. Ça va être d'autres choses à gérer d'une autre façon, et là on va pouvoir avec, effectivement, il y a plein de protocoles hein, qu'on a en hypnose là-dessus. Typiquement la récapitulation, typiquement tous les protocoles où on n'utilise pas de contenu, en fait. Les régressions, les choses comme ça. On va emmener la personne dans le truc. Est-ce que vous avez d'autres protocoles qui vous viennent en tête si vous devez avoir des gens à aider? La mise entre parenthèses. Alors oui, mais il va falloir faire plus. Hein. Parce que, alors ça tu pourras le faire typiquement sur la demande, genre je veux me ressouvenir du truc. Si tu as cette demande-là où c'est dit je veux traverser ça, parce que tu vas avoir le temps de travailler à l'ancrage positif. Mais il faut qu'il soit plus qu'au taquet, parce que n'oubliez pas que dans une mise entre parenthèses, l'ancrage positif va être tellement fort que l'ancrage négatif, aussi fort soit-il, n'y résiste pas.
Donc on va utiliser un ancrage positif super fort et la plongée va être super brutale, très rapide. Mais oui, c'est un bon, encore une fois, à condition de travailler que sur l'émotion et pas sur l'image d'eux. Quelle émotion vous avez quand vous y pensez? C'est ça que vous allez traverser, c'est ça que vous allez évacuer. Et là, on est vraiment sur une mise entre parenthèses émotionnelle, mais parce que la personne demande et on est sur une capacité. Alors là, pour le coup, c'est une vraie capacité de travail en cabinet. On va créer un ancrage positif extrêmement important. Ceci dit, dès que vous travaillez sur des peurs, des terreurs ou des traumatismes, prenez le temps, en première séance, avant de commencer à travailler, de créer un ancrage ressource, de créer une sortie de transe en siège éjectable, qui soit un auto-siège éjectable, que la personne ne soit pas coincée dedans, parce que ça peut arriver aussi que vous ayez beau faire un ancrage de sortie de transe, la personne, quand elle vit le truc, vous avez beau appuyer dessus, ça ne marchera pas. Il faut qu'elle en ait un aussi à l'intérieur d'elle. Je dis papillon et pouf, je ressors, tu vois. Et vous allez tester ça plusieurs fois pour être sûr comment elle dit papillon, elle va pouvoir sortir si elle le veut. Et vous verrez, on le sait bien ça, mais que lorsque la personne a un ancrage de sortie de transe, d'auto-sortie de transe, elle va l'utiliser quasiment jamais. Mais parce qu'elle sait qu'elle peut s'auto-éjecter, elle va aller jusqu'au bout parce qu'elle va se sentir libre. Et je trouve que c'est un très beau présupposé aussi je reprends de la force là-dessus. J'ai le moyen de me sortir de ça, mais je traverse ça, je suis forte là-dessus. Je trouve qu'au niveau de la valorisation de la personne, c'est super important de faire ça. Après, vous allez aussi devoir vous poser des questions sur le positionnement culpabilisant de la personne. Et pourquoi, les questions en pourquoi. Et pourquoi c'est arrivé, pourquoi moi, pourquoi j'ai survécu, pourquoi pas ma copine, parce qu'elle avait des enfants, etc. Enfin, vous allez devoir aussi gérer toutes ces peines-là. Ça aussi, il va falloir être à l'écoute. Et là, pour le coup, c'est la partie qu'il va falloir écouter. La partie culpabilisation de la survivance. Et là aussi, faites attention à l'auto-traumatisation et l'auto-appartenance. Là, de la même façon, il ne faut pas que la personne meure parce que ses amis sont mortes dedans. Hein. Il ne faut pas qu'elle refuse de vivre parce que tout le monde est mort et que ce n'est pas juste qu'elle ait survécu. L'idée, c'est de redonner du sens là-dedans. Oui. Par cadrage, oui. Redonner du sens et que la personne trouve son propre sens. Exactement. Ça va être super intéressant qu'elle retrouve du sens, que les gens ne soient pas morts pour rien quasiment. Je sais que c'est un peu, il y a un jugement de valeur là-dessus, mais il va falloir lui faire entendre ça. En tout cas, qu'elle se le dise. Pas que vous le disiez évidemment, mais qu'elle puisse formuler ça à un moment donné. Que voilà, et puis que la vie est injuste, mais c'est comme ça et qu'elle, c'est comme ça. C'était pas son moment, elle est là. En tout cas, la personne doit l'entendre, mais émotionnellement, parce que mentalement, elle doit se le dire. Tout le monde lui répète à longueur de journée. Sauf que vous savez comment ça fonctionne. On a beau se le dire dans la tête, si émotionnellement ça fonctionne pas, ça ne sert à rien. Donc là, c'est pareil. Ces recadrages-là ne peuvent être faits que sous hypnose. Mais oui, il va falloir enchaîner la perte. Vous allez avoir aussi très souvent tous les parents qui ont perdu un enfant ou deux dans ce drame-là, dans ces drames-là. Là aussi, comment vous accueillez le côté injustice, etc., du trauma. Pour tous ceux qui ont assisté à la mort d'un de leurs proches à ce moment-là, là, pour le coup, on est dans un vrai trauma culpabilisant en plus. J'aurais dû vraiment... La question « j'aurais dû mourir à la place de l'autre », dans ce cas-là, n'est pas une question purement philosophique. Elle est vraiment une question qui devient identitaire de la personne et qui peut l'empêcher par culpabilité, par fidélité aux gens qui sont morts. Ce matin, j'étais en séminaire à la Salpêtrière dans les gens qui étaient là, il y avait une personne qui m'a raconté que sa fille est en colocation à Paris. Ils sont 4, ils devaient tous aller au Bataclan. Elle, parce qu'elle s'est dit, une dispute d'amoureux, elle a décidé de faire la gueule et de rester à la maison. Ils sont allés tous les 3, les 3 sont morts. Elle n'arrête pas, du coup, elle est morte aussi parce qu'elle dit « j'aurais dû y être et j'aurais dû mourir ». C'est pas juste que moi, parce que je boudais, j'ai survécu. Comment on accompagne ça? Comment, à un moment donné, on va aller chercher à l'intérieur de la personne l'élan qui survit? On va le trouver. Hein. Vous allez voir que vous allez trouver des choses qui sont de l'ordre du petit, de donner du sens, de travailler avec les morts aussi. Il y a cette idée-là aussi.
N'ayez pas peur de vos morts. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Puisqu'ils sont là, puisqu'ils vous hantent, qu'est-ce qu'ils vous disent à partir de ce moment-là? Ça, c'est super important aussi quand les gens ont tous ceux qui ont perdu, qui ont quelqu'un qui sont un mort dans la tête, si j'ose dire. L'image n'est pas juste, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est important en hypnose d'aller, qu'est-ce que ce mort-là a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Pourquoi il est encore là? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? D'aller l'écouter. Ce sera forcément émotionnel, ce sera forcément des choses, mais souvent, on le voit, moi, quand je travaille là-dessus au Liban, c'est souvent une leçon de tu dois continuer à vivre pour nous, tu dois profiter, que je ne sois pas mort pour rien. Il y a toujours une sorte de je n'ai jamais eu un crève avec moi. Jamais. Quand on arrive à ce travail-là, alors c'est après tout le reste, c'est vraiment des séances qui se font après ça, on est presque sur de la rédemption. À partir du moment où on redonne du sens à quelque chose, mais par la métaphore de la personne qui hante à l'intérieur. Et ça, c'est très important d'être à l'aise. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec la mort? Est-ce que vous êtes à l'aise avec la souffrance? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le handicap, la mutilation? Parce que ceux qui vont venir aussi ne seront pas forcément toujours en entier. Comment vous êtes à l'aise avec ça pour gérer tout ça? La question, elle se pose sur vous, parce que les techniques, vous les avez toutes. Quasi. Vous avez vu, c'est des choses simples, mise entre parenthèses, des ancrages, désactivation d'encre, récapitulation, enfin c'est des choses assez simples techniquement. Enfin simples. Techniquement, vous les maîtrisez. Par contre, c'est votre émotionnel. Est-ce que vous le maîtrisez? Et je préfère quelqu'un, si vous avez eu la chance de ne pas être confronté à ça, posez-vous cette question. Allez, avant de recevoir quelqu'un, allez dans un hôpital, voir des grands brûlés, des grands blessés. Est-ce que vous êtes capable de tenir le choc? Parce que c'est bien beau d'avoir une belle émotion, un beau sentiment, mais est-ce qu'on est capable à un moment donné de le tenir? Cette question, c'est une question éthique de se poser. Alors c'est vrai que tous ceux qui sont infirmiers, docteurs, pompiers, c'est leur quotidien de gérer ce genre d'horreur. Nous, dans nos vies, normalement, on n'est pas censé les rencontrer. Donc on n'est pas forcément préparé. On peut être préparé intellectuellement. Est-ce qu'émotionnellement, on est préparé à ça? Je ne sais pas. Posez-vous la question, si vous n'avez pas la réponse, allez dans un service, dans un hôpital, un service de grands blessés, choses comme ça. Voyez ce que ça vous fait. Voyez si vous êtes capable de toucher ces gens-là, de les regarder, est-ce que vous êtes prêt de les bousculer pour les faire avancer. Si vous êtes prêt à ça, superbe. Grand ouvert, accueillez les gens. Si vous sentez que c'est un truc qui n'est pas au clair, ne vous lancez pas là-dedans parce que ça va faire que vous faire souffrir vous. Et ce ne sera pas forcément utile pour l'autre non plus. Les bonnes intentions, ça n'ont jamais aidé quelqu'un à traverser quelque chose. Après, encore une fois, ou alors on peut vraiment sentir à l'intérieur que non, on est au clair avec ça, que c'est bon et qu'on est super solide, et tant mieux. Après tout, nos vies, on a traversé d'autres choses qui nous semblaient super compliquées et on les a dépassées aussi. Mais vraiment, ne serait-ce que pour vous protéger, parce que c'est des séances qui sont très belles, c'est un superbe travail, mais c'est quand même, au niveau de la charge émotionnelle, elle est quand même on ne peut pas ne pas être impliqué. On ne peut pas être sur le bord de la route et regarder les choses de l'extérieur en disant j'ai ma position de thérapeute. Ce n'est pas ce dont les gens ont besoin à ce moment-là. C'est ça aussi qui. Vous savez qu'en hypnose, on travaille beaucoup sur la complicité et sur quelque chose d'assez proche. On n'est jamais sur de la distance, on n'est pas sur une relation asymétrique, on n'est pas un sachant, on est quelqu'un qui est à côté de la personne, on va là où elle est. Et vraiment, alors là, pour le coup, quand on va là où elle est, on va vraiment dans tout son enfer à elle, et on doit rentrer dedans. C'est-à-dire que vous allez voir que par synchro, quand on travaille sur une régression spontanée, etc., on entend les cris. Ça vient très vite. Les images parlent très rapidement. Voilà. Sauf que la personne, elle va avoir tendance à dire pitié, pitié, et que vous allez dire bah non, tu bouges. Donc posez-vous la question, est-ce que vous sentez vraiment suffisamment fort? Pour moi, c'est vraiment une question. Encore une fois, vos techniques, vous les maîtrisez tous ici très bien. On n'a pas tellement besoin de suggestions indirectes, rassurez-vous là-dessus pour ceux qui galèrent encore sur les suggestions indirectes. On a surtout besoin de présence et de quelqu'un qui va être solide. Plus vous allez être solide, plus la personne va trouver le courage de traverser le truc. Plus elle va vous sentir un peu fragile, un peu hésitante, un peu machin. Encore une fois, il est très possible qu'elle n'aille pas forcément en régression spontanée et que si vous faites une récap ou une mise entre parenthèses, elle ne vive que dans l'émotion, elle le traverse très bien et ce sera super déjà. Mais au cas où ça échappe, au cas où l'inconscient va y absolument aller là-dedans, vous ne pouvez pas dire c'est trop tard, je ne sais pas comment je fais. Donc posez-vous les questions à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous avez envie? Aussi, ce n'est pas simple. Encore une fois, on est
pas toujours dans un rôle de thérapeute, on est plutôt souvent dans un rôle de sauveteur à ce moment-là. Et à ce moment-là, et quand vous le faites, vous verrez à quel point finalement vous allez découvrir de nouvelles façons d'être, parce que c'est pas que c'est pas les mêmes enjeux, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur des gens, mais là on est dans quelque chose qui est plus de l'urgence. Les autres, c'est important qu'ils aillent mieux. Là, on est vraiment dans une situation, dans le traumatisme, on est vraiment dans des situations d'urgence permanente. Et donc c'est ça qu'il va falloir aussi gérer. C'est, est-ce que vous avez l'énergie à ça? Est-ce que c'est prenant hein, quand même comme truc, parce que l'idée c'est que la séance doit tenir de A à Z dans une énergie forte. On en fait 2-3 hein, dans la journée de ce genre de séance. Après on est raide, mais c'est déjà pas mal. Posez-vous cette question-là. Est-ce que je me sens prêt? Est-ce que je sens que j'ai les nerfs à ça? Est-ce que parce que théoriquement tout est bien, est-ce que physiquement après on est capable? Et encore une fois, vous pouvez aussi gérer les gens si vous faites juste que les personnes puissent aller mieux, dormir, sans forcément vous occuper du trauma, mais de gérer le fait qu'ils aillent mieux, ça aussi c'est déjà énorme. La seule chose que je vous demande, c'est de faire attention au contenu. Moins ils vont avoir tendance à aller vers le contenu, et eux ils vont vouloir avoir tendance à, mieux ce sera. Le contenu est géré dans les cellules psychologiques, dans tout ça, c'est très bien. C'est leur boulot, ils le font super bien. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. C'est pas ce qu'ils viennent chercher chez nous. Donc, ils ne viennent pas chercher une écoute, hein, ils viennent chercher une mobilisation de ressources. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus. Il faut laisser la place aux hypnos du cœur qui vont se remettre à bosser cet après-midi. Si vous avez des questions, tout le monde a mon mail. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci.